j'avais été contrainte par mon fils Gilles et ma belle-fille Amélie de vivre dans le garage de leur luxueuse maison lyonnaise, dormant sur un matelas pliant au milieu de vieux cartons et d'outils, jusqu'au jour où j'ai demandé à utiliser la machine à laver et où Amélie a hurlé devant les invités. Elle ne peut pas utiliser notre machine, elle doit rester dans le garage. C'est là que sa vieille femme inutile et ses vieilles affaires ont leur place. À cet instant précis, à 68, Hans, littéralement traité comme un déchet et privé du droit fondamental de faire la lessive dans ma propre famille, j'ai décidé qu'il était temps de révéler un secret que je gardais depuis des années. Des investissements dans des actions technologiques via un compte offshore suisse que mon défunt mari m'avait appris à gérer. J'ai donc discrètement appelé ma banque privée, liquidé mes positions au plus haut du marché, transformant 500 000 € en 2,5 millions, loué un appartement de luxe et ourdi une vengeance si parfaite que, des mois plus tard, je suis retourné chez eux en voiture avec chauffeur, impeccablement vêtu, sonnant à leur porte pour annoncer que non seulement j'étais millionnaire, mais que j'avais acheté la maison d'à côté pour le double du prix. Et lorsque Gilles et Amélie ont ouvert la porte et vu la vieille femme inutile du garage métamorphosée en une voisine riche et influente, c'était l'occasion de prouver que la meilleure vengeance contre l'humiliation et la réussite et l'indépendance financière acquise en silence. Bonjour à tous. Avant de poursuivre le récit de ma vie dans le garage de mon fils et de ma revanche vers la richesse, je vous serai reconnaissant de liker la vidéo si elle vous touche. Abonnez-vous à la chaîne et dites-moi en commentaire de quelle ville vous regardez. Cela m'encourage à partager ces expériences. Préparez-vous car je vais vous parler de l'humiliation extrême d'être traité comme une moins que rien, par ma propre famille, mais aussi des secrets financiers qui m'ont permis de passer de la misère à la richesse. Je m'appelle Colette Rive, j'ai 70 ans aujourd'hui et j'ai passé la majeure partie de ma vie à Lyon. J'ai épousé Henri Rive à 25 ans, un homme brillant qui travaillait comme consultant financier international. Henri m'a tout appris sur les investissements, les marchés et les stratégies financières, alors que les autres femmes de notre génération étaient tenues dans l'ignorance en matière d'argent. Henri insistait pour que je comprenne parfaitement nos finances. « Colette, tu dois être financièrement indépendante. Ne dépends jamais entièrement de personne, pas même de moi. » J'ai étudié les investissements avec passion, devenant une investisseuse autodidacte compétente. Nous avons eu un fils, Gilles, qui malheureusement n'a hérité ni de l'intelligence financière, ni de la compassion de son père. Henri est décédé d'un cancer il y a 12 ans, me laissant veuve à 56 ans, avec une maison entièrement payée, une modeste pension de 1 200 € par mois et une assurance vie de 500 000 €. La plupart des veuves auraient dépensé ou investi prudemment. J'avais d'autres projets. Suivant les conseils d'Henri, j'ai investi l'intégralité de mon assurance vie dans un portefeuille d'actions technologiques très dynamique via un compte ouvert des années auparavant dans une banque privée suisse qu'Henri avait créée. C'était en 2011 le moment idéal pour investir dans les entreprises émergentes. J'ai acheté des actions Amazon à 200 $, Apple à 50 $, Google, Netflix, des entreprises que j'ai étudiées avec une minutie obsessionnelle. Pendant 12 ans, j'ai vu mon portefeuille croître discrètement, tout en vivant modestement de ma pension. Je n'en ai jamais parlé à personne, surtout pas à Gilles, toujours avide et dépensier. Officiellement, je menais une vie de veuve modeste. Dans le secret, j'étais une investisseuse avisée qui amassait une fortune. Gilles ignorait que sa mère, dormant dans un garage, possédait 2,5 millions d'euros. Cette ignorance allait finalement causer sa perte. Gilles a épousé Amélie à 30 ans, une femme ambitieuse et matérialiste qui travaillait dans le marketing. Ils vivaient au-dessus de leurs moyens, achetant une maison hors de prix à Tassin-la-Demi-Lune, un quartier chic de Lyon, qu'ils ont meublé de meubles de marque et de voitures importées, le tout financé par des dettes croissantes. Je leur rendais visite de temps en temps, mais notre relation était superficielle. Gilles me traitait toujours avec un léger manque de respect, comme si j'étais un fardeau.
une obligation familiale encombrante. Amélie était pire encore, me regardant avec un dédain à peine dissimulé. J'étais vieille, sans intérêt, sans argent apparent, donc insignifiante dans leur monde d'apparence et d'ostentation. Je gardais mes distances, vivant tranquillement dans ma modeste maison, gérant secrètement un portefeuille d'investissement en pleine croissance, lisant des rapports financiers, ajustant mes placements. La vie était paisible jusqu'à ce que la crise éclate il y a 2 ans. Ma maison nécessitait d'importantes réparations structurelles que ma pension ne pouvait pas couvrir. Toiture qui fuyait, plomberie vétuste et défectueuse, problème de fondation. Il me fallait 50 000 € de rénovations urgentes. Je pouvais évidemment puiser dans mes placements, mais cela aurait signifié révéler prématurément ma fortune cachée. J'ai hésité, erreur fatale. Pendant que je réfléchissais, un problème de plomberie a provoqué une grave inondation, rendant la maison temporairement inhabitable. J'avais besoin d'un endroit où loger de toute urgence. Gilles, lorsque je l'ai appelé pour lui expliquer la situation, a soupiré d'irritation. « Maman, c'est embêtant. Notre maison est parfaitement décorée, on n'a pas de chambre d'amis propre. » Amélie en arrière-plan, elle, peut bien rester quelques jours à l'hôtel, non ? Je n'ai pas les moyens de me payer un hôtel pendant des semaines, ai-je expliqué. Silence. Bon, elle peut rester chez nous temporairement, mais seulement le temps que tu répares ta maison. Tom était gentil, pas affectueux. Je suis arrivée chez eux avec une petite valise, m'attendant à une chambre d'amis ou un canapé. Amélie m'a accueillie à la porte avec un air renfrogné. On n'a pas encore préparé de chambre. Tu peux dormir dans le garage pour le moment. Il y a un vieux canapé, il est assez propre. J'étais abasourdie. Dans le garage, mais il fait froid. Il y a des voitures, des outils. C'est temporaire, m'a-t-elle interrompue. Et puis, franchement, on ne veut pas du désordre habituel des personnes âgées dans la maison. On a des exigences. Gilles est apparu, soutenant silencieusement sa femme. J'ai ravalé ma honte et j'ai accepté la situation. Le garage était un espace froid, avec un sol en béton, 2 places, de parking, des étagères à outils et des poubelles. Dans un coin, il y avait un vieux canapé déchiré où j'étais censée dormir. Il n'y avait pas de chauffage adéquat, aucune intimité, et la salle de bain était à l'intérieur de la maison, ce qui m'obligeait à demander la permission d'y entrer à chaque fois. C'était un traitement humiliant, mais je me suis dit que ça ne durerait que quelques jours. Les jours se sont transformés en semaines, les semaines en mois. Les réparations de ma maison traînaient en longueur à cause de problèmes bureaucratiques avec l'assurance. Pendant tout ce temps, je vivais dans des conditions de plus en plus humiliantes. Gilles a apporté un mince matelas pliant, prétextant que le canapé était trop inconfortable, même pour toi. Le matelas était posé à même le sol en béton froid. J'ai demandé des couvertures supplémentaires. Amélie m'en a donné une vieille et fine. C'est tout ce qu'il nous reste. Un mensonge. Leur maison regorgeait de literie, luxueuse. Pour aller aux toilettes la nuit, je devais frapper à la porte, ce qui les réveillait généralement et provoquait des protestations furieuses. « Tu ne peux pas attendre demain matin ?» La nourriture était une autre source d'humiliation. Je n'étais pas invitée au repas de famille. Amélie laissait des restes froids dans le réfrigérateur du garage. Ça devrait te suffire. Elle me traitait littéralement comme un animal indésirable. Mais l'humiliation suprême, le moment qui a brisé mes dernières réserves, est survenue 3 mois après mon arrivée. Ma seule tenue chaude était sale, il fallait la laver. J'ai frappé à la porte pour demander à utiliser la machine à laver. Amélie recevait 2 amies élégantes qui prenaient le thé au salon. Non, ai-je dit assez fort pour qu'elle m'entende. Elle ne peut pas utiliser notre machine. Elle doit rester au garage. C'est là que sa vieille femme inutile et ses vieilles affaires ont leur place. Ses amies semblaient mal à l'aise, mais elles ont ri nerveusement. Gilles était là, mais il n'a rien dit pour me défendre. J'étais comparée à un déchet, à de vieilles affaires, devant des inconnus. Je suis retournée au garage, j'ai fermé la porte, je me suis assise sur le mince matelas et j'ai pleuré pour la première fois depuis la mort d'Henri. Mais les larmes n'ont pas duré. Elles ont fait place à une détermination d'acier. Ça suffit. Il était temps d'utiliser l'arme secrète
que j'avais gardé pendant 12 ans. Ce soir-là, avec mon vieux portable encore fonctionnel, j'ai appelé la banque privée Genève, où j'avais un compte offshore. « Madame Rive, quel plaisir de vous entendre. Comment pouvons-nous vous aider? Je souhaite liquider tout mon portefeuille et transférer les fonds sur mon compte courant. » Un silence surpris s'ensuivit. « Vous êtes sûr? Les positions sont extrêmement performantes, surtout les valeurs technologiques. Amazon est à 450 $. J'en suis absolument certaine. Vendez tout lundi à l'ouverture du marché. Pendant le week-end, j'ai cherché des appartements de luxe à louer à Lyon. J'ai trouvé un penthouse spectaculaire sur la presqu'île, en plein cœur de la ville, 3 chambres, vue sur Seine, 5 000 € par mois. J'ai appelé lundi matin. Toujours disponible? Je peux payer 6 mois d'avance plus une caution aujourd'hui. La jeune femme qui a répondu était surprise, mais professionnelle. Oui, madame, mais nous devrons vérifier vos références. Je vous transférerai 20 000 € pour preuve de votre sérieux. Puis-je visiter l'appartement aujourd'hui? Elle a accepté sans hésiter. J'ai également contacté un avocat spécialisé en droit de la famille afin d'entamer une procédure judiciaire pour récupérer mes biens dans l'ancienne maison dont Gilles avait pris le contrôle temporaire sans autorisation. Pendant 2 jours, j'ai tout organisé en secret, tout en continuant à dormir dans le garage comme si de rien n'était. Tôt mercredi, matin à 6 heures, alors que Gilles et Amélie dormaient encore, j'ai fait ma petite valise, appelé un taxi et laissé un petit mot sur la table du garage. Merci pour votre accueil. J'ai trouvé un logement convenable. Colette. Je suis partie sans un mot. Le chauffeur de taxi a regardé la luxueuse maison, puis m'a regardé quitter le garage, visiblement perplexe, mais n'a rien dit. Je suis allée directement au penthouse, j'ai signé le bail et payé 6 mois d'avance par virement instantané. Le gestionnaire immobilier était impressionné. « Madame, nous voyons rarement des locataires avec une telle solvabilité. » J'ai souri. J'ai appris à gérer mon argent avec prudence. J'ai emménagé dans le penthouse le jour même en achetant des meubles de base en ligne pour une livraison express. Pour la première fois depuis des mois, j'ai dormi dans un vrai lit, dans une chambre chauffée, avec une salle de bain privée. La liberté était indescriptible. 2 jours plus tard, Gilles appela furieusement. « Maman, où es-tu? Tu ne peux pas disparaître comme ça. Je suis dans un logement décent, pas dans un garage. Tu es irresponsable. Comment vas-tu payer ton loyer? Tu n'as pas d'argent. » J'ai assez d'argent. Ne t'inquiète pas pour moi. Impossible. Ta pension couvre à peine tes dépenses. Tu es irresponsable et tu vas te retrouver à la rue, cria Amélie en arrière-plan. Qu'on donne une leçon à cette vieille folle. Quand elle voudra revenir, on lui fera payer un loyer. Je raccrochai. Ils ne rappelèrent pas pendant des semaines. Par des connaissances communes, ils répandirent la rumeur que j'étais une vieille femme irresponsable qui avait abandonné une famille généreuse, que je me faisais des illusions sur mes moyens, que je reviendrais mendier dans quelques semaines quand je n'aurais plus un sou. Je les laissais parler. J'avais d'autres projets. Pendant les 6 mois suivants, j'ai vécu dans un magnifique penthouse, me remettant physiquement et mentalement du traumatisme de vivre dans un garage. J'ai repris le poids que j'avais perdu, j'ai bien dormi pour la première fois depuis 1 an et je me suis rétablie physiquement et émotionnellement. J'ai aussi découvert quelque chose de troublant par l'intermédiaire d'un avocat. Gilles détournait ma pension. Il m'avait convaincu des années auparavant de lui donner accès à mon compte pour l'aider à gérer ses comptes. Et il retirait secrètement 200 € par mois depuis 5 ans. 12 000 € volés à sa propre mère. Un avocat a engagé des poursuites judiciaires pour récupérer les fonds. Gilles ne se doutait pas encore de la tempête qui l'attendait. Mais la découverte de cette trahison financière n'a fait que renforcer ma détermination. Il ne m'a pas seulement humiliée, il m'a volé. Il méritait une leçon que je n'oublierai jamais. Durant ces mêmes mois, j'ai discrètement commencé à chercher un bien immobilier à acheter. Je ne voulais pas rester locataire indéfiniment. Je rêvais d'avoir à nouveau mon propre chez moi. L'agent immobilier m'a présenté plusieurs options lorsque j'ai mentionné, l'air de rien, « Y a-t-il quelque chose de disponible à Tassin-la-Demi-Lune » Il a vérifié. « Justement, une très belle maison vient d'être mise en vente dans la même rue qui vous intéresse, au numéro 47. » Mon cœur s'est emballé. Le numéro 47 était juste à côté de chez Gilles
au numéro 45. Une voisine âgée y habitait. Je la connaissais vaguement. Quel est le prix? Elle en demande 900 000 €, mais elle accepterait probablement 850 000. La maison de Gilles valait également environ 900 000 €, selon les prix du marché. J'ai souri. Je propose 1 million d'euros, comptant, vente rapide. L'agent était stupéfait. Madame, c'est bien au-dessus du prix du marché. Je sais exactement ce que je fais. Faites une offre. La dame a accepté immédiatement, visiblement ravie. La vente a été conclue 3 semaines plus tard. J'ai acheté des meubles élégants mais discrets, décoré la maison avec un goût classique, engagé un jardinier professionnel et fait installer une clôture basse mais élégante pour séparer les deux propriétés. Pendant tout le déménagement, Gilles et Amélie étaient en vacances en Italie pour 2 semaines. Ils n'ont donc rien remarqué. Parfait. J'ai préparé une vengeance pour le jour même de leur retour. J'ai réservé un chauffeur privé avec une élégante Mercedes-Benz noire. Je me suis offert des vêtements de marque Chanel, un tailleur gris impeccable, des chaussures en cuir italien, un sac à main de créateur et des bijoux discrets mais visiblement précieux. Je suis allé chez un coiffeur de renom, me suis fait faire une manucure et un maquillage professionnel. En me regardant dans le miroir, je n'ai pas vu la vieille femme délabrée du garage, mais une femme de 70 ans élégante, rayonnante et prospère. C'était exactement l'image que je voulais projeter. Le jour J arriva. Gilles et Amélie étaient rentrés la veille au soir. Samedi matin à 10 h, sachant qu'ils seraient là, j'appelai le chauffeur. « Je suis prête ». La Mercedes arriva, le chauffeur ouvrit la portière et je pris place avec élégance à l'arrière. Nous roulâmes littéralement 30 secondes jusqu'à la maison de Gilles, juste à côté. Le chauffeur sortit, m'ouvrit la portière et je lui tendis la main avec grâce en descendant. Je sortis la boîte de chocolat Bernachon de Lyon que j'avais achetée, me dirigeai vers la porte d'entrée de Gilles et sonnai. J'entendis des voix à l'intérieur, puis des pas. La porte s'ouvrit. Gilles apparut, vêtu d'une tenue décontractée de week-end. Il me regarda sans me reconnaître au premier abord, puis ses yeux s'écarquillèrent. « Maman !» Amélie apparut derrière lui, la bouche grande ouverte. « Quoi? Comment ?» J'ai tendu une boîte de chocolat avec un sourire calme. « Bonjour, j'ai apporté un cadeau, même si vous ne le méritez pas. » Gilles était trop abasourdi pour parler. « Je suis venu récupérer le reste de mes affaires dans votre garage et je ne veux pas que vous vous fatiguiez. Alors j'ai engagé une entreprise de déménagement pour les emballer. J'ai désigné un camion de déménagement que j'avais stratégiquement garé dans la rue. Vous m'avez traité de vieille femme inutile et vous m'avez forcé à vivre dans le garage. Ce que vous ignoriez, c'est que la vieille femme qui dormait dans le garage était une investisseuse. J'ai appris de mon mari Henri à investir judicieusement. Pendant 12 ans, j'ai constitué un portefeuille en secret. Je ne suis plus inutile, je suis millionnaire et vous n'êtes plus ma famille. Je pardonne la cruauté, mais pas l'avidité. J'ai vu leur visage se décomposer. Au fait, poursuivis-je d'un ton désinvolte, votre voisine, Madame Beaumont, vendait sa maison. Je l'ai achetée pour 1 million d'euros, bien au-dessus du prix du marché, car je voulais sécuriser l'achat. Nous sommes donc voisins maintenant. Ne vous inquiétez pas, je ne vous dérangerai pas. Je vais simplement vivre ma vie confortable et élégante juste à côté, pendant que vous vous occupez de vos dettes croissantes. Amélie finit par trouver sa voix. « Vous mentez. Vous n'avez pas cet argent. C'est impossible. Vous voulez voir mes relevés bancaires ?» proposai-je. 2,5 millions d'euros après la vente de mes actions Amazon, Apple et Google, achetées il y a 12 ans. Moins 1 million pour là. Et maison, moins diverses charges, il me reste 1,5 million. Ma pension mensuelle est toujours versée. Je vis très confortablement. Gilles devint rouge comme une tomate. « Vous aviez cet argent et vous nous avez obligés à vous loger comme si vous étiez pauvres ?» s'exclama-t-elle indignée. « Oh non !» corrigeai-je calmement. « Vous m'avez mise dans le garage alors que j'avais demandé une chambre décente. Vous m'avez humiliée, traitée comme un déchet, nié mes droits fondamentaux. J'avais de l'argent, mais j'ai préféré ne rien dire tout de suite parce que je voulais voir jusqu'où vous pouviez aller dans votre cruauté. Et vous ne m'avez pas déçu.
Vous vous êtes montré aussi avide que je le soupçonnais. Je fixai Gilles droit dans les yeux. J'ai également découvert que vous avez détourné 12 000 € de ma pension. Mon avocat vous poursuit en justice. Attendez-vous à recevoir des documents juridiques cette semaine. Les voisins commençaient à sortir de chez eux, attirés par la Mercedes, le camion de déménagement et la confrontation qui se profilait à la porte. Une foule grandissante assistait à l'humiliation publique de Gilles et Amélie. « Madame Rive » lança une voisine d'en face. « Bienvenue dans le quartier. Ravi que vous ayez acheté la maison de Madame Beaumont. » Je lui fis un signe de la main avec grâce. Gilles était anéanti. Amélie en larmes, partagée entre colère et humiliation. « Maintenant, si vous voulez bien m'excuser, dis-je poliment, les déménageurs doivent accéder à votre garage pour récupérer mes affaires. Cela ne devrait pas prendre plus d'1 heure. » Je me retournai avec élégance et rejoignis la Mercedes où le chauffeur m'attendait. « Rentrez chez vous, s'il vous plaît. » Il me conduisit à peine 10 mètres jusqu'à mon entrée. Je sortis, entrai dans ma belle maison et fermai la porte sur un monde qui enfin me respectait. Dans les mois qui suivirent, la vie à Tassin-la-Demi-Lune s'installa dans une étrange nouvelle. Normalité. J'habitais la maison numéro 47, élégante et respectée. Gilles et Amélie vivaient au numéro 45 et leur situation financière se dégradait de plus en plus. Peu à peu, les voisins apprirent toute l'histoire par le bouche à oreille. La vieille dame contrainte de vivre dans le garage se révélait millionnaire et avait acheté la maison voisine par vengeance. La réaction fut unanime, admiration pour moi et mépris pour Gilles et Amélie. Comment ont-ils pu traiter ma mère ainsi ? Entendais-je murmurer. Leur isolement social s'accentua. Les invitations au dîner de quartier cessèrent. Gilles fut même poursuivi en justice pour détournement de ma pension et contraint de rembourser 12 000 €, plus les intérêts et les frais de justice. Son entreprise, déjà en difficulté, souffrit davantage encore lorsque l'histoire se répandit, ce qui affecta sa réputation professionnelle. En moins d'1 an, elle fit faillite et fut contrainte de vendre la maison pour 800 000 € afin de couvrir ses dettes. L'ironie de la situation, à savoir que leur maison valait moins cher que celle de mon voisin, ne m'a pas échappé. Je n'ai éprouvé aucune joie malicieuse face à leur chute, seulement une satisfaction tranquille de voir justice rendue. J'ai utilisé ma fortune à des fins utiles plutôt que pour faire étalage de ma richesse. J'ai transformé ma maison en un lieu d'accueil occasionnel pour des événements caritatifs destinés aux personnes âgées. J'organisais des thés mensuels pour les retraités du quartier, des ateliers de gestion financière pour les veuves et des groupes de soutien pour les aînés victimes de violences familiales. Ne sous-estimez jamais votre capacité à gérer votre argent, disais-je lors des ateliers. Apprenez à investir, préservez votre indépendance financière, ne dépendez pas entièrement de vos enfants ou de votre famille. Mon mari m'a appris cela et m'a sauvé d'un destin tragique. Ce témoignage a trouvé un écho. Des dizaines de femmes âgées ont suivi les cours d'éducation financière que j'organisais et beaucoup ont découvert qu'elles étaient bien plus compétentes que leur famille ne le laissait paraître. J'ai également créé un fonds de 500 000 € pour la Maison de Repos Sainte-Marie, un établissement pour personnes âgées démunies à Lyon. Ce fonds a permis de financer des améliorations des infrastructures, des activités de loisirs et des soins médicaux pour les résidents les plus démunis. Je leur rendais visite chaque mois, discutant avec eux, écoutant leurs histoires, dont certaines avaient été abandonnées ou maltraitées par leur famille. « Vous méritez la dignité », leur disais-je. L'âge ne diminue en rien la valeur humaine. L'engagement philanthropique a donné un sens profond à mes dernières années, transformant un traumatisme personnel en bien commun. Je suis devenue une figure respectée, non pas pour ma richesse, mais pour ma générosité et mon soutien aux personnes âgées vulnérables. La presse locale a publié un article sur cet investisseur discret, passé de sans-abri à philanthrope, une histoire qui a inspiré de nombreuses personnes. Aujourd'hui, à 70 ans, je vis dans la maison que j'ai stratégiquement achetée à côté de celle de mon fils ingrat, mais l'ironie de la situation a perdu de son importance. Ma maison est mon refuge, un lieu de paix et de sens, non un instrument de vengeance. Gilles et Amélie ont déménagé il y a 1 an,
dans un appartement beaucoup plus petit, dans un quartier moins huppé, ont vendu leur voiture de luxe et se sont adaptés à leur nouvelle situation financière. Je n'ai plus aucun contact avec eux, un choix mutuel. La douleur de la trahison ne disparaîtra jamais complètement, mais elle ne définit plus mon existence. J'ai de nouveaux enfants, des dizaines de personnes âgées que j'ai aidées grâce à des programmes, de jeunes veuves à qui j'ai donné des conseils en matière de finances et des résidents de centres d'hébergement que j'ai visités. La vraie famille n'est pas une question de sang, mais de personnes qui vous traitent avec dignité et amour. Henri serait fier. Ces enseignements sur l'indépendance financière m'ont non seulement sauvé, mais m'ont aussi permis d'aider des centaines de personnes. Mon plus grand héritage n'est pas l'argent que j'ai accumulé, mais la liberté que j'ai conquise et partagée. Mes chers amis, si vous êtes âgés et vivez avec une famille qui ne vous respecte pas, vous traite comme un fardeau ou vous fait subir des conditions dégradantes, sachez que vous méritez la dignité. Il n'est jamais trop tard pour retrouver son indépendance. Apprenez-en davantage sur la finance, même si votre famille tente de vous maintenir dans l'ignorance. De petits investissements réguliers fructifient considérablement avec le temps. J'ai transformé 500 000 € en 2,5 millions en 12 ans grâce à des investissements patients et réfléchis. Nul besoin d'être un génie de la finance. Il suffit d'être prudent et désireux d'apprendre. La meilleure vengeance contre l'humiliation n'est pas de détruire ceux qui vous ont fait du mal, mais de construire une vie si réussie et si riche de sens qu'ils n'auront plus aucune importance. Ne sous-estimez jamais le pouvoir d'une grand-mère qui planifie en silence. J'ai enduré 3 mois à dormir dans un garage, traité comme un déchet, privé de mes droits les plus fondamentaux. Mais chaque nuit, sur ce mince matelas, je savais que 2 millions fructifiaient en secret. Le savoir m'a donné la force d'endurer jusqu'au moment opportun pour révéler la vérité. Et lorsque je l'ai révélée, ce fut aussi dévastateur pour mes bourreaux que libérateur pour moi. Si cette histoire vous a touché, n'hésitez pas à la liker, à la partager avec les aînés qui ont besoin de ce message d'autonomie financière et à commenter les moments où vous avez prouvé votre valeur malgré l'infériorité dont vous faisiez preuve. Ensemble, nous bâtissons un monde où l'âge est respecté et où la cruauté a des conséquences. Merci infiniment et que Dieu donne à chaque personne âgée le courage de revendiquer sa dignité et sa liberté, quel que soit le temps que cela prenne. L'indépendance financière est la meilleure des vengeances et le respect de soi est le plus grand trésor que personne ne peut vous voler.